Certaines phrases ne devraient jamais être prononcées trop vite, parce qu'elles reviennent ensuite vous hanter dans le silence des nuits. Ce soir-là, quand je lui ai dit qu'elle était beaucoup trop jeune, je croyais fermer une porte avec sagesse. Je ne savais pas encore qu'elle venait, elle, d'ouvrir la seule porte que je n'avais jamais osé regarder. Je m'appelle Marc Delma. J'avais 52 ans à l'époque. Je vivais à Tours, dans une petite maison près des bords de Loire, avec un jardin que j'entretenais plus par habitude que par plaisir. J'étais menuisier à mon compte depuis presque 25 ans, spécialisé dans les restaurations anciennes, les escaliers fatigués, les portes d'immeubles qui grincent, les bibliothèques sur mesure pour des gens qui avaient plus de livres que de temps pour les lire. Ma fille, Manon, avait 26 ans. Elle travaillait à Nantes dans une agence de communication, revenait parfois le week-end avec un sac trop lourd, des baskets blanches, et cette façon de remplir la maison comme si elle y avait laissé son enfance dans chaque pièce. Moi, je vivais seul depuis mon divorce. Enfin, seul. Il y avait le bruit du frigo, le café du matin, la radio dans l'atelier, les copeaux de bois collés à mes manches, les repas réchauffés trop vite, les dimanches trop longs et les soirées où je faisais semblant d'être occupé pour ne pas entendre le vide. Mon ex-femme, Isabelle, était partie 5 ans plus tôt. Pas brutalement, pas avec des cris. C'était pire, quelque part. Elle était partie calmement, avec cette fatigue dans les yeux des gens qui ont déjà quitté la maison bien avant de fermer la porte. Elle m'avait dit, « Marc, tu es un homme bon, mais je ne suis plus heureuse. On croit toujours qu'être bon suffit. Ça ne suffit pas. Pendant longtemps, je m'étais convaincu que je n'avais plus rien à attendre de l'amour. À mon âge, on ne recommence pas. On répare, on accepte, on range les souvenirs dans des cartons. On sourit quand les enfants appellent, et on apprend à dormir au milieu du lit. Puis un samedi d'octobre, Manon est arrivée avec son amie. Elle s'appelait Élodie Martin. Je la connaissais de nom. Manon m'en avait parlé plusieurs fois. Élodie, ma collègue devenue copine. Élodie, celle qui m'a aidé quand j'ai eu mon gros coup de stress. Élodie, tu l'aimerais bien, papa. Elle a de la répartie. Je n'avais pas vraiment écouté. Les pères écoutent parfois en apparence, surtout quand leurs filles parlent vite. Elles sont arrivées en fin d'après-midi, sous une pluie fine qui rendait les pavés brillants. J'étais dans l'atelier, en train de poncer une vieille porte récupérée dans une maison de Chinon, quand j'ai entendu Manon crier depuis l'entrée. « Papa, on est là !» J'ai essuyé mes mains sur mon pantalon et je suis sorti. Manon m'a sauté au cou comme si elle avait encore 10 ans. Derrière elle, Élodie tenait un sac en toile beige contre elle. Elle avait 31 ans. Je l'ai appris plus tard, mais sur le moment, elle m'a semblé beaucoup plus jeune. Pas par immaturité, plutôt par cette lumière qu'ont certaines personnes quand elles n'ont pas encore totalement renoncé à croire. Elle avait les cheveux châtains attachés de travers, quelques mèches collées par la pluie, un manteau bleu marine, des yeux noisettes très attentifs. Elle ne regardait pas simplement les choses. Elle les remarquait. « Bonjour, monsieur Delma », a-t-elle dit. « Marc », ai-je répondu. « Monsieur Delma », c'était mon père, et même lui ne le supportait pas. Elle a souri. Pas un sourire poli. Un vrai. À cet instant, quelque chose m'a semblé étrange. Pas elle. Moi, j'ai senti une chaleur discrète, presque gênante, comme lorsqu'on ouvre une fenêtre dans une pièce qu'on avait oublié fermée depuis des années. J'ai chassé cette impression aussitôt. C'était l'ami de ma fille. Et moi, j'étais un homme qui avait appris à ne plus confondre attention et promesse. Le dîner s'est passé simplement. J'avais préparé un gratin dauphinois, du poulet rôti, une salade avec des noix, et une tarte aux pommes achetée chez la boulangère du coin, parce que je savais faire des meubles mais pas encore des desserts présentables. Manon parlait beaucoup. Élodie parlait moins, mais quand elle disait quelque chose, tout devenait plus précis. Elle avait grandi à Angers, dans une famille modeste. Son père était chauffeur de bus, sa mère aide-soignante. Elle avait travaillé tôt, repris des études tard, quitté un compagnon qui la rabaissait, et trouvé à Nantes une vie plus calme. Elle racontait cela sans chercher la pitié, comme on pose sur la table des faits qui ne définissent pas toute une existence. Après le repas, Manon est montée prendre une douche. Moi, je débarrassais. Élodie m'a rejoint dans la cuisine avec les assiettes. « Laissez », j'ai dit. « Vous êtes invité. » « Je suis invité, pas princesse. » Elle a attrapé un torchon. Nous avons lavé les verres en silence. Dehors, la pluie tapait contre les carreaux. La lumière jaune de la cuisine rendait tout plus intime que je ne l'aurais voulu. « Manon parle souvent de vous », a-t-elle dit. « En bien, j'espère. »
En vrai, je me suis tourné vers elle. C'est-à-dire, elle a haussé les épaules. Elle dit que vous êtes solide, mais triste. Que vous faites semblant d'aller bien pour ne pas l'inquiéter. J'ai baissé les yeux vers l'évier. Ma fille parle trop. Elle vous aime. Cette phrase m'a touché plus que prévu. Puis Elodie a ajouté, plus doucement. Et je crois qu'elle a peur que vous soyez seul pour toujours. J'ai ri, mais c'était un rire de défense. On survit très bien à la solitude. Survivre, oui. Vivre, c'est autre chose. Je n'ai pas répondu. Elle a essuyé un verre lentement. Puis elle m'a regardé avec une franchise désarmante. Vous savez, Marc, il y a des hommes qui deviennent durs avec le temps. Vous êtes devenu silencieux. Je ne savais pas quoi faire de cette phrase. Le lendemain matin, Manon dormait encore. Je suis descendu tôt, comme toujours. À ma surprise, Elodie était déjà dans la cuisine, assise près de la fenêtre avec un café. Vous aussi, vous dormez mal? Ai-je demandé. Je dors mieux ailleurs que chez moi, mais moins bien quand je réfléchis trop. Elle avait emprunté un vieux pull à Manon. Ses cheveux étaient lâchés sur ses épaules. Elle avait l'air plus vulnérable que la veille. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble. Pas longtemps, pas de manière spectaculaire. Mais il y avait dans cette conversation quelque chose de rare. Aucune pression. Elle m'a posé des questions sur mon métier, sur le bois, sur les meubles anciens, sur cette patience qu'il faut pour redonner vie à quelque chose qu'un autre aurait jeté. Vous aimez réparer ce que les gens abandonnent, a-t-elle dit. C'est mon travail. Je ne parlais pas seulement des meubles. Je les regardais. Elle n'a pas baissé les yeux. Ce fut le début. Pas d'un amour. Pas encore. D'une attention. Les semaines suivantes, Elodie est revenue plusieurs fois avec Manon. Parfois pour un week-end entier, parfois seulement pour un déjeuner avant de repartir. Je me surprenais à reconnaître le bruit de sa voix dans l'entrée, à garder un meilleur café pour quand elle était là, à ranger l'atelier un peu plus que d'habitude. Je me détestais pour ça. Alors je devenais plus froid, plus distant, plus raisonnable. Elle ne forçait rien. Elle me parlait comme à un homme, pas comme au père de son ami. Et c'était bien ce qui rendait tout dangereux. Un dimanche de novembre, Manon a dû repartir plus tôt à Nantes pour une urgence professionnelle. Elodie devait prendre un train plus tard. Je lui ai proposé de la déposer à la gare de Saint-Pierre-des-Corps. Nous avions 2 heures devant nous. Elle a demandé si on pouvait marcher un peu au bord de la Loire. Le ciel était gris, le fleuve large et calme, les arbres presque nus. Nous marchions côte à côte, les mains dans les poches. « Vous avez peur de moi, Marc ?» a-t-elle demandé soudain. J'ai failli trébucher. « Pardon? Vous avez entendu. »« Non, je suis juste prudent. »« Prudent avec quoi ?» Je me suis arrêté près d'un banc humide. « Elodie, vous êtes l'amie de ma fille. »« Je sais. Et vous êtes jeune. » Elle a eu un petit sourire triste. « Je ne suis pas une adolescente. Vous comprenez très bien ce que je veux dire. » Elle s'est tournée vers le fleuve. « Oui, je comprends que vous avez peur du regard des autres. De Manon, de vous-même. Peut-être aussi de ce que vous ressentez. Mon cœur s'est serré. Ce que je ressens n'a pas d'importance. Bien sûr que si. Non, parce qu'il y a des choses qu'un homme de mon âge doit savoir tenir à distance. » Elle m'a regardé longtemps. « Et si moi, je ne veux pas être tenu à distance ?» J'ai senti le froid me traverser. « Tu es beaucoup trop jeune, » ai-je murmuré. Je l'avais tutoyée sans m'en rendre compte. Elle n'a pas reculé. Elle a seulement respiré plus fort, comme si cette phrase lui faisait mal sans la surprendre. Puis elle a murmuré. « Tu es celui que je veux. » Ces mots auraient dû me faire fuir. Ils auraient dû me flatter, m'effrayer, me réveiller brutalement. Ils ont fait tout cela à la fois. Je n'ai pas répondu. Son train est parti 1 heure plus tard. Sur le quai, elle m'a dit au revoir avec une douceur qui ressemblait à une défaite. Moi, je suis rentré chez moi avec cette phrase qui tournait dans ma tête, encore et encore. « Tu es celui que je veux. » Pendant les jours qui ont suivi, j'ai essayé d'être raisonnable. J'ai travaillé trop. J'ai accepté des commandes inutiles. J'ai évité d'appeler Manon pour ne pas risquer d'entendre Elodie derrière elle. Je me suis répété que tout cela passerait. Mais certaines présences ne passent pas. Elles s'installent dans les détails. Je pensais à elle en choisissant le café. Je pensais à elle en passant devant la librairie de la rue Nationale. Je pensais à elle quand la radio diffusait une vieille chanson de Francis Cabrel. Je pensais à la façon dont elle avait dit vivre, c'est autre chose. Un vendredi soir, Manon m'a appelé. « Papa, tu es bizarre en ce moment. Je suis fatigué. Tu mens très mal.
Je suis ton père, j'ai le droit. Elle a ri, puis son ton a changé. Elodie aussi est bizarre. Mon ventre s'est noué. Ah, elle dit qu'elle ne viendra plus à Tours pendant quelque temps. Elle a sûrement ses raisons. Silence. Papa. Oui, il s'est passé quelque chose entre vous? J'ai fermé les yeux. J'aurais pu mentir. Dire non. Faire le père respectable. Mais Manon n'était plus une enfant. Et moi j'étais fatigué de cacher ma vie derrière des phrases propres. On a parlé, ai-je dit. Parler comment? Comme deux adultes qui auraient peut-être dû se taire. De l'autre côté, elle n'a rien dit pendant plusieurs secondes. Elle t'aime bien, tu sais. Manon, je ne suis pas stupide. Je l'ai vu avant toi. Cette phrase m'a coupé le souffle. Tu n'es pas en colère? Je ne sais pas. Je suis surprise. Inquiète. Un peu perdue. Mais en colère, non. Pas contre toi. Pas contre elle. Elle est ton amie. Oui. Et toi, tu es mon père. Justement, je veux que vous soyez honnête. Pas que vous fassiez semblant jusqu'à vous blesser. Je me suis assis dans le fauteuil du salon. Ma fille venait de me parler avec plus de maturité que je n'en avais eu depuis des semaines. Je ne veux pas te faire honte, ai-je dit. Sa voix s'est adoucie. Papa, ce qui me ferait honte, ce serait de te voir passer le reste de ta vie à refuser le bonheur parce que tu as peur de ce que les voisins diraient. J'ai regardé par la fenêtre. La nuit tombait sur la rue. Mais je ne connaissais pas encore toute la vérité. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre. Pas un message, pas un mail. Une vraie lettre, avec mon nom écrit à la main. L'écriture était fine, légèrement penchée. Marc, je ne sais pas écrire ce genre de choses sans me sentir ridicule, alors je vais être simple. Je ne t'ai pas choisi par caprice. Je ne suis pas attiré par ton âge, ni par une idée romantique de l'homme blessé qu'il faudrait sauver. Je n'ai pas besoin de sauver quelqu'un pour me sentir utile. Je t'ai regardé vivre dans les gestes que personne ne remarque. Ta façon de laisser la meilleure part à Manon sans le dire. Ta manière de parler aux commerçants. La patience avec laquelle tu écoutes. Le soin que tu mets à réparer une chaise comme si elle avait une mémoire. J'ai connu des hommes de mon âge qui parlaient fort et aimaient petit. Toi, tu parles peu, mais tu fais attention. Je sais ce que cela coûte. Je sais aussi que tu as peur. Moi aussi. Si tu ne veux plus me voir, je respecterai ton silence. Mais ne décide pas à ma place que je suis trop jeune pour savoir ce que je ressens. Elodie, j'ai relu cette lettre 5 fois. Puis je l'ai rangée dans le tiroir de ma table de nuit, comme on cache une preuve. Le mois de décembre est arrivé avec ses guirlandes, ses vitrines, ses marchés de Noël et cette mélancolie particulière des gens qui font semblant d'aimer les fêtes parce qu'ils ne veulent pas gâcher celles des autres. Manon devait venir pour Noël. Elle m'a annoncé qu'Elodie serait seule cette année-là. Ses parents partaient chez son frère à Strasbourg, et elle n'avait pas envie de les suivre. « Invite-la », a dit Manon. « Ce n'est pas une bonne idée. »« Papa, quoi? Arrête de punir tout le monde parce que tu as peur. » Alors Elodie est venue. Le soir du 24 décembre, la maison sentait le sapin, la cire d'abeille et le gratin de fruits de mer. J'avais sorti la vieille nappe blanche que ma mère utilisait autrefois. Manon avait mis de la musique. Elodie portait une robe verte toute simple, avec des boucles d'oreilles dorées. Rien d'extravagant. Pourtant, quand elle est entrée, j'ai oublié pendant une seconde ce que je tenais dans les mains. Elle m'a tendu un paquet. Pour toi. Il ne fallait pas. Justement, si. C'était un vieux rabot en bois, trouvé chez un antiquaire d'Angers. Sur le manche, quelqu'un avait gravé des initiales presque effacées. Il a servi, a-t-elle dit. Je me suis dit que tu aimerais les objets qui ont déjà une vie. J'ai eu du mal à parler. Merci. Nos doigts se sont frôlés quand j'ai pris le cadeau. Ce n'était presque rien. Mais à mon âge, on sait que les presque rien peuvent bouleverser davantage que les grands gestes. Plus tard, après le dîner, Manon s'est endormie sur le canapé devant un film qu'elle avait elle-même choisi. Elodie et moi sommes restés dans la cuisine à préparer une tisane. J'ai lu ta lettre, ai-je dit. Elle a gardé les yeux sur la bouilloire. Je m'en doutais. Je ne savais pas quoi répondre. Je ne t'ai pas écrit pour t'obliger à répondre. Mais tu attendais quand même quelque chose. Elle s'est tournée vers moi. J'attendais que tu me crois capable de savoir ce que je ressens. Je me suis appuyé contre le plan de travail. Ce n'est pas toi que je ne crois pas. C'est la vie, les regards, le temps, les différences qui semblent petites au début et deviennent des murs après. Tu parles comme si l'amour était un contrat à risque. À mon âge, on connaît le prix des illusions. Et à mon âge,
On connaît aussi le prix de perdre du temps avec les mauvaises personnes. Cette phrase est restée suspendue entre nous. Je ne l'ai pas embrassée. Elle ne m'a pas touché. Nous sommes restés là, à quelques pas l'un de l'autre, dans une cuisine chaude, pendant que la pluie tombait dehors. Mais quelque chose avait changé. En janvier, nous avons commencé à nous écrire. Pas tous les jours. Pas de messages brûlants. Pas de promesses. Des phrases simples. Une photo d'une devanture ancienne à Nantes. Une remarque sur un livre. Une blague de Manon. Une question sur le bois de noyer. Une pensée envoyée trop tard le soir. Puis un samedi, je suis allé à Nantes pour livrer une bibliothèque chez un client. Je l'ai dit à Elodie. Elle m'a proposé un café. Nous nous sommes retrouvés près du passage Pommeret. Elle portait un long manteau beige, une écharpe rouge, et elle avait les joues rosies par le froid. Nous avons marché sous les galeries, puis nous avons trouvé une petite table dans un café bondé. Tu vois, a-t-elle dit en mélangeant son chocolat chaud, ceci n'est pas un rendez-vous scandaleux. Non, non, c'est un café entre deux personnes civilisées, avec une tension que même le serveur a remarquée. Elle a éclaté de rire. C'était la première fois que je la voyais rire ainsi, sans retenue. Ce rire m'a frappé en plein cœur. Nous avons parlé pendant 2 heures. De son enfance, de mon divorce, de la peur de décevoir, de Manon, de la façon dont la vie en France, parfois, classe les gens avant même qu'ils aient ouvert la bouche. Trop jeunes, trop vieux, divorcés, instables, raisonnables, pas raisonnables. En sortant, la pluie avait cessé. Elle m'a accompagné jusqu'à ma camionnette. Je ne te demande rien, Marc, a-t-elle dit. Je sais, mais je ne veux plus faire semblant que je ne ressens rien. Je l'ai regardée. J'avais envie de poser ma main sur sa joue. J'avais envie de l'embrasser. J'avais envie de retourner à ma solitude, parce qu'elle était moins effrayante que ce moment. Alors j'ai seulement dit, moi non plus. Elle a souri, un sourire tremblant. Ce jour-là, nous ne nous sommes pas embrassés. Mais quand j'ai repris la route vers Tours, j'avais l'impression de rentrer chez moi en laissant une partie de moi à Nantes. Le printemps est arrivé lentement. Nous avons continué à nous voir, toujours avec prudence. Une promenade au jardin des plantes. Un déjeuner à Saumur après une brocante. Une visite improvisée dans une librairie de Tours où elle a acheté un roman qu'elle m'a ensuite prêté avec des pages cornées. Une soirée chez moi avec Manon, où tout semblait presque normal, sauf nos regards qui se cherchaient quand personne ne parlait. Manon observait. Elle ne disait rien, mais je sentais qu'elle comprenait. Un soir d'avril, après un dîner, elle m'a aidé à débarrasser pendant qu'Élodie téléphonait dehors à sa mère. « Tu l'aimes » m'a demandé ma fille. Le verre que je tenais a failli m'échapper. « Manon » réponse seulement. J'ai regardé par la fenêtre. Élodie marchait dans le jardin, le téléphone contre l'oreille, éclairé par la lumière de la terrasse. « Je crois que oui » ai-je dit. Ma voix était basse. Manon a inspiré profondément. « Alors ne lui fais pas payer tes peurs. Et toi ?» Moi, j'ai besoin d'un peu de temps. Mais je préfère te voir vivant et maladroit que poli et éteint. J'ai pris ma fille dans mes bras. Elle a ri contre mon épaule. Tu sens la sûre, papa. C'est mon parfum naturel. Très conceptuel. Ce soir-là, quand Élodie est rentrée, elle a vu mes yeux humides. Elle n'a rien demandé. Elle a seulement posé sa main sur mon avant-bras une seconde. Et cette seconde m'a accompagné toute la nuit. Le premier baiser est arrivé en mai, à Amboise. Nous étions allés voir un marché d'artisans. J'avais un contact pour du bois ancien. Elle voulait simplement se changer les idées. Il faisait beau. Les terrasses étaient pleines. Les touristes photographiaient le château. Et la Loire brillait sous le soleil. En fin d'après-midi, nous nous sommes assis sur un muret, un peu à l'écart. Elle mangeait une glace à la pistache. J'avais un café trop amer dans un gobelet. « Tu as encore peur » a-t-elle demandé. « Oui. De quoi aujourd'hui ?»« De t'aimer mal. » Elle a posé sa glace à côté d'elle. « Marc, personne ne demande à être aimé parfaitement. Toi, tu mérites mieux que mes hésitations. Peut-être, mais je préfère tes hésitations sincères aux certitudes vides. » J'ai tourné la tête vers elle. Le vent soulevait une mèche de ses cheveux. Elle ne cherchait pas à me séduire. Elle était simplement là, présente, patiente, courageuse. Élodie. Oui, je n'ai pas fini ma phrase. Je l'ai embrassée, doucement, presque avec crainte, comme si je demandais pardon à la vie d'oser encore. Elle a fermé les yeux et a posé sa main contre ma poitrine. Le monde n'a pas explosé. Personne n'a crié. Le ciel n'a pas changé de couleur.
Mais moi, oui, quand nous nous sommes séparés, elle avait les yeux brillants. Tu vois, a-t-elle murmuré, tu n'es pas mort. J'ai ri, bouleversé. Pas encore. Nous sommes rentrés sans nous lâcher la main. À partir de là, tout aurait pu devenir simple. Mais les histoires simples n'apprennent rien au cœur blessé. En juin, Isabelle est revenue. Mon ex-femme m'a appelé un mardi soir. Sa voix était étrange, plus douce que d'habitude. « Marc, est-ce qu'on pourrait se voir ?» Je n'en ai pas parlé tout de suite à Élodie. Pas par mensonge, par lâcheté. J'ai retrouvé Isabelle dans un café près de la gare de Tours. Elle avait vieilli, comme moi, élégamment, mais avec des traces de fatigue au coin des yeux. Nous avons parlé de Manon, de la maison, de choses banales. Puis elle a posé sa tasse. J'ai appris pour toi et l'ami de Manon. Mon corps s'est tendu. Qui te l'a dit? Peu importe. Si, ça importe. Marc, ne sois pas sur la défensive. J'ai respiré lentement. Qu'est-ce que tu veux? Elle a baissé les yeux. Je voulais savoir si c'était sérieux. Pourquoi? Parce que je ne m'attendais pas à ressentir ce que j'ai ressenti en l'apprenant. J'ai compris avant qu'elle le dise. Isabelle, je ne dis pas que je veux revenir. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que je me suis trompé. Peut-être que je t'ai quitté au moment où j'aurais dû rester. Ces mots, je les avais attendus pendant des années. Et maintenant qu'ils arrivaient, ils ne trouvaient plus la même place en moi. Tu ne peux pas faire ça, ai-je dit doucement. Faire quoi? Revenir frapper à la porte parce que tu vois quelqu'un d'autre entrer. Elle a eu les larmes aux yeux. C'est donc sérieux. J'ai pensé à Élodie, à son rire, à sa lettre, à son courage, à sa main dans la mienne à Amboise. Oui, ai-je dit. Ça l'est. Isabelle a hoché la tête. Elle a souri tristement. Alors prends soin d'elle mieux que tu n'as su prendre soin de nous. La phrase m'a blessé, parce qu'elle contenait une part de vérité. Mais ce n'était que le début. 2 jours plus tard, Élodie a appris que j'avais vu Isabelle. Pas par moi, par Manon, qui avait croisé sa mère et avait parlé trop vite, croyant que tout était déjà clair. Élodie m'a appelé le soir même. « Tu as vu ton ex-femme » J'ai fermé les yeux. « Oui, tu comptais me le dire quand ?» Je voulais d'abord comprendre ce qu'elle voulait. « Et tu as compris ?»« Oui. Et moi, dans tout ça, je suis quoi? Une parenthèse pendant que tu vérifies si ton ancienne vie est vraiment finie ?» Sa voix tremblait, mais elle restait digne. « Non, jamais. Pourtant tu m'as caché ça. J'ai eu peur. Tu as toujours peur, Marc. De moi, des autres, de ton âge, de ton passé, de ton désir, de ta fille, de ton ex-femme. À quel moment est-ce que moi, je peux simplement être aimé sans devoir traverser tous tes fantômes? » Je n'ai pas su répondre assez vite. Alors elle a dit, « Je crois qu'on devrait arrêter. » La ligne est devenue silencieuse. Ce fut le faux effondrement. Sauf qu'à cet instant, il n'avait rien de faux. Les jours suivants, je n'ai pas vécu. J'ai fonctionné. Je me levais, j'allais à l'atelier. Je pensais, je mesurais, je répondais aux clients. Le soir, je regardais mon téléphone comme un idiot. Aucun message. Manon m'en voulait. Tu l'as blessé, papa. Je sais. Non, je ne crois pas. Tu crois que tu l'as blessé avec Isabelle. Mais tu l'as surtout blessée en lui montrant qu'elle devait encore attendre derrière tes peurs. Je n'ai pas répondu. Ma fille avait raison. 1 semaine plus tard, en rangeant mon atelier, j'ai trouvé une petite enveloppe glissée entre 2 planches près de l'établi. Mon prénom était écrit dessus. C'était l'écriture d'Élodie. Je l'ai ouverte avec les mains tremblantes. « Marc, je t'écris cette lettre avant même de savoir si nous allons vraiment nous aimer un jour. Je la laisse ici parce que ton atelier est l'endroit où tu es le plus toi-même. Je ne veux pas être une folie dans ta vie. Je ne veux pas être la femme plus jeune dont on parle à voix basse. Je ne veux pas être une revanche sur ton divorce, ni une preuve que tu peux encore plaire. Je veux être celle à qui tu dis la vérité, même quand elle est inconfortable. Je veux être celle que tu choisis sans honte. Je veux être celle que tu regardes non pas comme un risque, mais comme une chance. Si un jour tu me perds, ne crois pas que ce sera à cause de ton âge. Ce sera à cause de ton silence. Élodie. » Je me suis assis sur un tabouret, la lettre dans les mains. J'étais sur le point de découvrir quelque chose qui allait tout changer. Mais ce n'était pas un secret d'Élodie. C'était le mien. J'avais passé des années à croire que mon divorce m'avait rendu prudent. En vérité, il m'avait rendu lâche. J'avais confondu maturité et retrait, sagesse et peur, protection et abandon. Le lendemain,
J'ai pris ma camionnette et je suis parti à Nantes. Je n'ai pas prévenu. Je savais seulement où elle habitait parce qu'elle m'avait indiqué sa rue une fois, en passant. Un petit immeuble près de la place Viarme, avec des volets bleus et une boulangerie au rez-de-chaussée. J'ai attendu devant la porte 20 minutes avant d'oser sonner. Quand elle a ouvert, elle portait un jean, un pull gris, les cheveux attachés n'importe comment. Ses yeux se sont agrandis. « Marc, je sais que je n'aurais pas dû venir sans prévenir. Alors pourquoi tu es là ?» Ma gorge était serrée. Parce que si je t'écrivais, j'aurais encore le temps de choisir des phrases prudentes. Et je ne veux plus être prudent. Elle n'a rien dit. J'ai vu Isabelle, et je continuais. Elle a parlé de regret. Pendant une minute, j'ai revu l'homme que j'étais avant, celui qui attendait qu'elle revienne pour prouver qu'il n'avait pas été abandonné. Et puis j'ai compris que je n'attendais plus son retour. J'attendais seulement le courage de vivre autre chose. Les yeux d'Élodie se sont remplis de larmes. Je ne suis pas ton autre chose, Marc. Non, tu es toi. Et c'est justement pour ça que je suis là. Je respirais mal. Je t'aime, Élodie. Pas parce que tu es jeune. Pas parce que tu m'admires. Pas parce que tu me fais oublier ma solitude. Je t'aime parce qu'avec toi, je ne me sens pas plus jeune. Je me sens plus vrai. Une larme a coulé sur sa joue. Tu m'as fait mal. Je sais. J'ai eu l'impression d'être ridicule. D'avoir cru en quelque chose toute seule. Tu n'étais pas seule. J'étais là, mais caché derrière mes excuses. Et je te demande pardon. Elle a baissé la tête. Manon veut que j'arrête d'être idiot. Ce sont presque ses mots. Élodie a eu un rire étouffé malgré ses larmes. Ça lui ressemble. Je n'ai pas bougé. Je ne voulais pas entrer de force dans sa vie. Je ne te demande pas de me pardonner aujourd'hui. Je voulais seulement te dire la vérité en face. Elle m'a regardé longtemps. Puis elle a ouvert un peu plus la porte. Tu veux un café? Ce café-là fut le plus important de ma vie. Nous avons parlé pendant des heures. Pas comme deux amoureux pressés de se retrouver. Comme deux personnes qui savaient désormais que l'amour sans vérité devient une autre forme de solitude. Elle m'a parlé de ses peurs à elle, du regard de ses parents, de la possibilité de vouloir un enfant un jour et de ne pas savoir si j'aurais encore cette énergie, de Manon, de l'avenir, de la différence d'âge qui ne disparaîtrait pas parce qu'on s'aimait. Je ne lui ai pas promis des choses impossibles. Je lui ai promis d'être présent, d'être honnête, de ne plus décider seul de ce qui était bon pour elle. Quand je suis reparti, tard le soir, elle m'a accompagné jusqu'à ma camionnette. Marc, oui, je t'aime aussi, mais je veux qu'on avance lentement. J'ai souri. Lentement, je sais faire. Je suis menuisier. Elle a levé les yeux au ciel. C'était presque charmant. Presque, ne prends pas confiance trop vite. Cette fois, c'est elle qui m'a embrassé. L'été qui a suivi n'a pas été parfait. Les voisins ont parlé. Certains amis ont levé les sourcils. La mère d'Élodie m'a reçu avec une politesse glaciale. Son père m'a observé comme s'il évaluait une voiture d'occasion. Manon a eu des moments de gêne, surtout au début, quand elle nous voyait nous tenir la main. Mais rien ne s'est effondré. Petit à petit, les choses ont pris leur place. Élodie venait à Tours certains week-ends. Je montais à Nantes quand mon travail me le permettait. Nous avons passé 3 jours en Bretagne, près de Paimpol, dans une petite chambre d'hôte où le vent faisait claquer les volets. Nous avons mangé des crêpes trop beurrées, marché sur des sentiers côtiers, ri sous une pluie qui nous trempait jusqu'aux os. Un soir, face à la mer, elle m'a dit « Tu te rends compte que je vais vieillir aussi? J'y compte bien. Et quand j'aurai 50 ans, j'en aurai 71, et je râlerai sûrement contre les applications que je ne comprendrai pas. Tu râles déjà. Alors tu vois, je suis constant. » Elle a posé sa tête contre mon épaule. « Tu ne regrettes pas ?» J'ai regardé l'horizon. Je regrette seulement d'avoir perdu du temps à croire que le bonheur devait avoir l'air raisonnable. À l'automne, Élodie a quitté Nantes pour Tours. Pas pour s'installer chez moi tout de suite. Elle a trouvé un poste dans une agence locale et un petit appartement près des Halles. Elle tenait à garder son espace et j'aimais cela. Notre amour ne devait pas être une fuite. Il devait être un choix. Le premier soir dans son appartement, nous avons monté une étagère ensemble. Enfin, j'ai monté l'étagère pendant qu'elle lisait la notice à l'envers en prétendant superviser. « Tu sais, a-t-elle dit, c'est étrange. Quoi? La première fois que je suis entré dans ta maison, je pensais seulement accompagner Manon pour un week-end tranquille. Je ne savais pas que ma vie allait changer. J'ai vissé une planche, puis j'ai répondu.
Moi, j'ai cru que tu étais un danger. Et maintenant, je me suis tourné vers elle. Maintenant, je crois que tu es arrivé au moment où je risquais de devenir définitivement absent de ma propre vie. Elle n'a rien dit. Elle s'est approchée et m'a embrassé doucement. 2 ans ont passé. Je pourrais dire que tout fut simple ensuite, mais ce serait mentir. Il y eut des disputes, des maladresses, des conversations difficiles sur l'avenir. Il y eut des dimanches où je me sentais vieux, des soirées où elle se sentait jugée, des moments où Manon devait encore apprivoiser cette nouvelle géographie familiale. Mais l'amour véritable n'est pas l'absence de fragilité. C'est la décision de ne pas fuir chaque fois que la fragilité apparaît. Un matin de juin, dans mon jardin, Élodie plantait des lavandes près du vieux mur. Manon était là, assise sur la terrasse, enceinte de 6 mois, un verre de citronnade à la main. Elle regardait Élodie se battre avec la terre sèche. « Tu fais ça n'importe comment », a dit Manon. « Merci pour ton soutien », a répondu Élodie. « Je dis ça pour les lavandes. Je les ai observées depuis la cuisine, et quelque chose en moi s'est apaisé. Pas parce que tout était parfait, parce que tout était vivant. » Manon m'a aperçu. « Papa, viens aider ta copine avant qu'elle assassine le jardin. » Élodie s'est redressée. Sa copine, après 2 ans, je mérite peut-être un meilleur titre. J'ai traversé la terrasse. Tu veux lequel? Elle m'a regardé avec un sourire que je connaissais bien maintenant. Surprends-moi. Alors, devant ma fille, devant les lavandes mal plantées, devant cette maison qui avait longtemps été un refuge de solitude, j'ai mis un genou à terre. Je n'avais pas prévu de le faire ce jour-là. La bague était dans le tiroir de mon bureau depuis 3 semaines parce que je cherchais le bon moment. Je venais de comprendre que les bons moments n'arrivent pas toujours avec de la musique et des couchers de soleil. Parfois, ils arrivent avec de la terre sous les ongles et une femme qui vous défie de la surprendre. Élodie a porté ses mains à sa bouche. Manon s'est mise à pleurer avant même que je parle. Élodie Martin, ai-je dit, la première fois que tu m'as dit que j'étais celui que tu voulais, j'ai eu peur. Je t'ai répondu que tu étais beaucoup trop jeune, parce que je ne savais pas encore que j'étais surtout beaucoup trop enfermé. Tu m'as appris que l'amour ne demande pas qu'on redevienne jeune, mais qu'on accepte d'être vivant. Alors si tu veux encore de cet homme parfois maladroit, souvent inquiet, mais profondément amoureux de toi, j'aimerais t'épouser. Elle pleurait et riait en même temps. Oui, a-t-elle murmuré. Puis plus fort. Oui. Manon a applaudi en sanglotant. Enfin, Élodie m'a pris le visage entre ses mains et m'a embrassé. Dans ce baiser, il y avait toutes les lettres, toutes les peurs, tous les silences traversés. Il y avait la Loire, Nantes, Amboise, la Bretagne, les cafés froids, les phrases qu'on avait failli ne jamais dire. Nous nous sommes mariés l'année suivante, dans une petite mairie près de Tours, puis dans un domaine simple entouré de vignes. Rien de grandiose. Quelques amis, nos familles, Manon avec son bébé dans les bras, le père d'Élodie qui m'a serré la main en me disant « Prenez soin de ma fille ». Je lui ai répondu. Chaque jour, il a hoché la tête. Alors ça me va. Le soir, pendant la fête, Élodie et moi avons dansé sous des guirlandes lumineuses. Elle avait une robe ivoire, les cheveux relevés, et ce même regard attentif que le premier jour dans ma cuisine. « Tu te souviens » m'a-t-elle demandé. « De quoi ?»« De la Loire. Quand tu m'as dit que j'étais trop jeune. » J'ai souri. « Malheureusement, oui. Tu avais l'air tellement convaincu d'être raisonnable. » Je l'étais. « Non, tu étais terrifié. Je l'ai attiré contre moi. Et toi, tu étais têtu. Je le suis toujours. Heureusement. » Elle a posé sa tête contre mon épaule. Aujourd'hui, quand je repense à cette histoire, je ne me dis pas que l'amour a vaincu l'âge, les regards ou le passé. Ce serait trop simple. Je crois plutôt que l'amour nous a obligés à devenir honnêtes. Honnêtes avec nos désirs. Honnêtes avec nos blessures. Honnêtes avec ceux qu'on aime déjà et ceux qu'on apprend à aimer. J'ai 55 ans maintenant. Élodie en a 34. Certains compteront toujours les années entre nous avant de regarder ce que nous avons construit. Qu'ils comptent. Moi, je compte autre chose. Je compte les matins où elle laisse sa tasse au bord de l'évier. Les soirs où Manon vient dîner avec son fils, qui m'appelle Papy Marc en courant dans le jardin. Les dimanches où Élodie lit sur le canapé pendant que je travaille sur un meuble à restaurer. Les disputes qui finissent par un rire. Les silences qui ne font plus peur. Les mains qui se cherchent sans réfléchir. Je compte les jours où je ne me sens plus survivre. Je vis. Et parfois, quand Élodie passe derrière moi dans l'atelier, elle pose une main sur mon épaule et murmure. « Tu es celui que je veux. »
Alors je ferme les yeux une seconde. Et je remercie la vie de ne pas m'avoir laissé croire trop longtemps que j'étais trop vieux pour être choisi.